Parfois, les choses les plus importantes que nous apprenons dans une vie ne viennent pas des livres, ni des thérapies, ni même des grandes conversations avec nos proches. Elles viennent d'un moment de fatigue. Un matin où l'on se réveille et où l'on réalise, presque malgré soi, que l'on n'en peut plus de courir, que l'on court depuis si longtemps que l'on a oublié pourquoi on courait au départ. C'est de ce moment dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Ce moment précis où une femme décide, consciemment ou non, de s'arrêter, de cesser de poursuivre quelqu'un qui ne vient pas à sa rencontre. Et ce qui se passe alors, non pas dans la relation, mais en elle, est l'une des transformations les plus profondes et les plus méconnues de la psychologie amoureuse. Je dis une femme parce que c'est souvent ainsi que ce sujet se présente dans les consultations, dans les témoignages, dans les livres, mais je veux être clair dès le début. Ce que nous allons explorer ensemble touche à quelque chose d'universel, la dynamique de la poursuite et du retrait, de l'attachement anxieux et de l'attachement évitant. Concerne tout le monde indépendamment du genre. Simplement, certaines configurations se répètent, certains schémas reviennent avec une fréquence troublante et il est utile de les nommer pour mieux les comprendre. Alors, de quoi parlons-nous vraiment ? Nous parlons de cette femme, peut-être vous la connaissez, peut-être que vous êtes elle ou que vous l'avez été, qui envoie des messages sans réponse et trouve toujours une excuse pour lui, qui réorganise son emploi du temps pour être disponible quand il l'est, qui fait des efforts constants pour être vu, pour être choisi, pour être suffisamment aimé, qui attend, qui espère, qui s'épuise, et qui, quelque part au fond d'elle, sait déjà ce qui se passe, mais refuse de le regarder en face parce que regarder en face voudrait dire changer quelque chose. Et changer quelque chose fait peur. Cette femme, je l'ai rencontrée dans mon cabinet de nombreuses fois, sous des visages différents, avec des histoires différentes, mais avec cette même lumière un peu usée dans les yeux. Cette même façon de parler de l'autre, avec une intensité qui contraste avec le peu de réciprocité qu'elle reçoit. Et chaque fois, ce qui m'a frappé, c'est pas l'histoire de l'autre, c'est l'histoire d'elle, ce qu'elle a mis de côté, ce qu'elle a accepté de traverser seule, ce à quoi elle a renoncé petit à petit pour maintenir un lien qui ne la nourrissait plus. Et puis un jour, quelque chose se rompt, pas nécessairement avec fracas, souvent dans le silence. Un jour, elle s'arrête, elle ne court plus. Et c'est là que commence la vraie histoire. Ce que je voudrais faire avec vous aujourd'hui, c'est traverser ensemble ce que cet arrêt signifie. Pas seulement ce qui se passe dans la relation, même si nous en parlerons, mais surtout ce qui se passe en elle, dans son rapport à elle-même, dans sa façon d'exister, dans sa manière d'aimer. Parce que cesser de courir après quelqu'un, quand on le fait vraiment, pas seulement en surface, c'est l'un des actes les plus courageux et les plus guérisants qu'une personne puisse accomplir. Et je veux aussi vous parler de quelque chose que l'on oublie souvent dans ces discussions. Ce n'est pas de stratégie. Ce n'est pas un truc pour le faire revenir. Ce n'est pas une technique de séduction inversée. C'est un acte de retour à soi. Et si la relation évolue après cela, si l'autre se rapproche, si quelque chose change, ce sera parce que quelque chose de réel a changé en elle, pas parce qu'elle a joué un rôle. Voilà ce que nous allons explorer. Prenez le temps d'être présent à ce que vous entendez. Laissez les mots faire leur chemin. Et si quelque chose résonne, si quelque chose touche à votre propre vécu, c'est bon signe. Cela veut dire que vous êtes prêt à voir quelque chose que vous saviez peut-être déjà, mais que vous n'aviez pas encore regardé avec toute la douceur qu'il mérite. Commençons par le commencement. Pourquoi court-on ? Quand on observe de près les personnes qui se retrouvent dans cette dynamique de poursuite. Et j'insiste sur le mot observer, parce qu'il ne s'agit pas de juger, on découvre que la course n'a presque jamais commencé là où on croit.
Elle n'a pas commencé avec cet homme, dans cette relation. Elle a commencé bien avant, souvent dans l'enfance, parfois dans une relation précédente, toujours dans un apprentissage, conscient ou non, sur ce que l'amour est censé être, sur ce qu'il faut faire pour le mériter, sur ce qui arrive si on ne fait pas assez. La psychologie de l'attachement, et je vais vous en parler de manière simple, sans jargon inutile, nous dit que très tôt dans la vie, nous développons une sorte de carte intérieure de la relation, une façon d'anticiper comment les autres vont se comporter avec nous et ce que nous devons faire pour maintenir leur présence et leur amour. Chez les enfants dont les parents étaient présents, stables, réactifs, pas parfaits mais suffisamment constants, cette carte dit quelque chose comme les gens que j'aime sont là pour moi, je peux compter sur eux, je mérite d'être aimé sans avoir à tout faire pour ça. Mais chez les enfants dont les parents étaient imprévisibles, présents parfois, absents d'autres fois, chauds à certains moments et froids à d'autres, la carte dit autre chose. Elle dit « Pour que quelqu'un reste, je dois me battre. Je dois faire plus. Je dois être plus. » Parce que l'amour n'est pas quelque chose qui arrive naturellement, c'est quelque chose que l'on gagne. Et cette carte, on l'emporte avec soi dans toutes les relations. On ne choisit pas consciemment de la suivre. Elle s'active toute seule, comme un programme qui tourne en arrière-plan. Alors, quand cette femme rencontre un homme qui est lui-même distant, froid par intermittence, présent et absent, ce n'est pas un hasard si quelque chose en elle se met à zézoraisonner. Ce n'est pas qu'elle aime la souffrance ou qu'elle est masochiste, comme on l'entend parfois dire de façon un peu brutale. C'est que cette configuration lui est familière. Et ce qui est familier, même quand c'est douloureux, a quelque chose de rassurant. Parce qu'au moins on sait comment se comporter. On connaît les règles du jeu. On sait que si l'on fait plus, si l'on donne plus, si l'on est plus patient, peut-être que cette fois-ci ça marchera. C'est un espoir très ancien et il mérite d'être vu avec beaucoup de compassion. Imaginez une petite fille qui attend que son père rentre à la maison. Il est imprévisible. Parfois, il arrive fatigué et de mauvaise humeur. Parfois, il est présent, tendre, rieur. Elle ne sait jamais à l'avance ce qu'elle va trouver. Alors, elle essaie de s'adapter. Elle devient très attentive à ses humeurs. Elle fait en sorte d'être gentille, calme, de ne pas déranger. Elle apprend à anticiper ses besoins. Elle fait tout ce qu'elle peut pour que ce soir il soit de bonne humeur, pour qu'il la regarde, pour qu'il lui sourie. Parfois ça marche, parfois non. Mais quand ça marche, la récompense est tellement intense, parce qu'elle est rare, qu'elle s'ancre profondément. Et l'enfant apprend, à son corps défendant, l'amour, ça se mérite. Et pour le mériter, je dois faire des efforts. Beaucoup d'efforts. Et si je n'en fais pas assez, l'autre s'en va. Des années plus tard, cette petite fille est devenue une femme. Et dans sa vie amoureuse, elle continue de suivre ce programme. Non pas parce qu'elle le choisit, mais parce que c'est tout ce qu'elle a appris. Comprendre cela, c'est la première étape, pas pour excuser ce que l'on fait, ni pour rester coincé dans les explications, mais parce que l'on ne peut transformer que ce que l'on comprend. Et l'on ne peut comprendre avec bienveillance que ce que l'on a d'abord accepté de regarder. Alors si vous vous êtes reconnu, ou si vous avez reconnu quelqu'un que vous aimez dans ce que je viens de décrire, je vous invite à vous arrêter un instant, à poser une main sur votre cœur si cela vous semble juste, et à vous dire intérieurement « Je comprends maintenant pourquoi j'ai couru. Je n'avais pas tort de faire ce que j'ai fait. Je faisais ce que je savais faire pour aimer et pour être aimé. Et maintenant, peut-être, je peux apprendre quelque chose de différent. Parce que la course, aussi épuisante soit-elle, a une logique, elle a une histoire. Et elle mérite d'être honorée avant d'être transformée. Passons maintenant à quelque chose d'un peu plus concret. Qu'est-ce qui se passe dans le quotidien d'une relation quand on est dans cette dynamique de poursuite? La course ressemble souvent à ceci.
Elle texte en premier, presque toujours. Elle propose des rendez-vous, organise, planifie. Elle s'arrange pour être disponible quand il l'est, même si cela perturbe ses propres plans. Quand il est froid ou distant, elle cherche à comprendre ce qu'elle a mal fait. Quand il est présente et chaleureux, elle ressent un soulagement immense, presque physique, un soulagement qui, malheureusement, confirme l'anxiété qu'elle portait entre les deux. Elle minimise ses propres besoins. Si elle a besoin de se sentir rassurée, elle se dit qu'elle est trop sensible. Si elle a besoin de plus de temps ensemble, elle se dit qu'elle est trop exigeante. Si quelque chose la blesse, elle ne le dit pas pour ne pas paraître trop compliquée. Progressivement, elle se rétrécit, elle occupe moins de place, elle demande moins, elle attend plus. Et pendant ce temps, lui, et ici il faut être juste envers lui aussi, lui ne réalise peut-être pas toujours ce qui se passe. Il n'est pas nécessairement malveillant. Il peut être quelqu'un avec ses propres blessures, ses propres peurs, sa propre manière d'éviter l'intimité. Il peut être quelqu'un qui, quand les choses vont bien et qu'elle est présente, se sent à l'aise. Mais dès qu'il sent une demande, une attente, une forme de pression émotionnelle, même implicite, quelque chose en lui recule. Il crée de la distance. Non pas pour la blesser, mais parce que c'est sa propre façon d'auto-protéger. Ce sont deux systèmes d'attachement qui se répondent. L'un s'inclenxieux, l'autre évitant. Et ils se nourrissent mutuellement dans un balai qui peut durer des années. Plus elle avance, plus il recule. Plus il recule, plus elle avance, chacun confirmant la peur de l'autre. Elle confirme sa peur d'être envahie. Il confirme sa peur d'être abandonné. John Bowlby, qui a fondé la théorie de l'attachement, parlait de ce que nous pourrions appeler le système de surveillance des liens. Notre cerveau, dit-il, surveille en permanence la disponibilité de nos figures d'attachement. Quand cette disponibilité est incertaine, le système d'alarme s'active. Et une fois activé, il est très difficile de le calmer par des moyens purement rationnels. C'est pour ça que les amis qui disent « laisse tomber », il n'en vaut pas la peine, ont beau avoir raison. Leurs mots ne changent souvent rien, parce qu'il ne s'agit pas d'une décision rationnelle. Il s'agit d'un système d'alarme biologique et émotionnel qui tourne à plein régime. Ce que l'on peut faire, et nous y reviendrons, c'est travailler non pas sur la décision, mais sur le système lui-même, sur ce qu'il mesure, sur ce à quoi il réagit, sur la façon dont on peut, progressivement, lui apprendre à se calmer autrement qu'en courant après quelqu'un. Mais avant d'en arriver là, il me semble important de parler du coût de la course, parce que l'on oublie parfois de le nommer clairement. Courir après quelqu'un qui ne vient pas à votre rencontre coûte quelque chose. Cela coûte de l'énergie, bien sûr, mais cela coûte surtout quelque chose de plus précieux, le rapport à soi-même. Quand on court, on est en permanence tourné vers l'autre, vers ses humeurs, ses besoins, ses réactions. On devient expert en décodage de ses messages, de ses silences, de ses regards. Et pendant ce temps-là, on perd de vue ses propres signaux intérieurs, ses propres besoins, sa propre boussole. Une femme qui court ne se demande plus « est-ce que cette relation me fait du bien ?» Elle se demande « qu'est-ce que je peux faire pour que cette relation marche ?» Ce glissement, qui paraît subtil, est en réalité immense, parce qu'il place le centre de gravité de son bonheur entièrement dans les mains de l'autre. Et il y a quelque chose d'autre, plus insidieux, plus douloureux. Quand on court après quelqu'un qui ne répond pas, on finit par intégrer son indisponibilité comme un jugement sur soi. On pense « s'il ne vient pas à moi, c'est que je ne suis pas assez belle, pas assez intéressante, pas assez bonne, pas assez ceci ou cela ». L'absence de l'autre devient la preuve de notre propre insuffisance. Et c'est là que la blessure va le plus profond. Pas dans la relation elle-même, mais dans ce que la relation nous apprend sur nous-mêmes, ou plutôt dans ce qu'on croit qu'elle nous apprend.
parce que l'indisponibilité de l'autre ne dit rien sur notre valeur. Elle dit quelque chose sur lui, sur ses peurs, sur son propre rapport à l'intimité. Mais dans le brouillard émotionnel de la poursuite, cette distinction devient presque impossible à maintenir. Si ce que vous entendez jusqu'ici vous touche, si vous sentez que ces mots mettent des mots sur quelque chose que vous vivez ou que vous avez vécu, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne, parce que nous allons continuer à explorer ensemble ces sujets qui touchent à l'essentiel de la vie intérieure et de la vie amoureuse. Et votre présence ici a du sens. Venons-en maintenant au moment charnière, ce moment où elle s'arrête. Comment arrive-t-on à cet arrêt? Dans mes observations et dans ce que les recherches en psychologie clinique confirment, l'arrêt se produit rarement de façon délibérée, du moins au début. Il ne vient pas d'une décision mûrement réfléchie devant un carnet et un café. Il vient le plus souvent d'un épuisement, d'une saturation, d'un je n'en peux plus. Il y a quelque chose que j'appelle la fatigue de la vigilance. C'est l'état dans lequel on arrive après des semaines, des mois, parfois des années de surveillance constante. On est tellement épuisé de guetter, d'analyser, d'espérer, de déchanter, d'espérer à nouveau, qu'un matin on se lève et on réalise que l'on n'a tout simplement plus l'énergie de continuer. Pas parce que l'on n'aime plus, mais parce que le corps et l'âme ont atteint leurs limites. C'est un signal que l'on devrait apprendre à écouter bien plus tôt, mais qui, même quand il arrive tard, mérite d'être accueilli avec gratitude. Parce que c'est le corps qui dit « assez, tu mérites autre chose, je ne peux plus fonctionner dans ces conditions ». D'autres fois, l'arrêt est provoqué par un événement précis, un message qui n'arrive pas alors qu'il aurait dû, un soir où elle attendait et il n'est pas venu, sans vraiment d'explication, un regard qu'il a posé ailleurs avec plus de chaleur qu'il n'en a jamais posé sur elle. Quelque chose de petit souvent qui brise quelque chose à l'intérieur. Pas de façon spectaculaire, silencieusement. Et parfois aussi, l'arrêt vient d'une rencontre, pas nécessairement amoureuse. Parfois, c'est une conversation avec une amie qui pose les bons mots. Parfois, c'est une thérapie qui commence à porter ses fruits. Parfois, c'est un livre lu à 3 heures du matin qui dit exactement ce que l'on refusait de voir. Et quelque chose en soi se remet en place. Quelle que soit la façon dont il arrive, cet arrêt marque le début d'un processus que j'appellerais le retour à soi. Et ce retour à soi a plusieurs étapes que je voudrais parcourir avec vous. La première étape, et c'est souvent la plus difficile, c'est de rester avec la douleur sans l'anesthésier en courant. Quand on s'arrête de courir, on arrête aussi de fuir quelque chose. Parce que la course, en plus d'être une tentative de rapprochement, est aussi une façon d'éviter de sentir la douleur du manque. Tant qu'on est en mouvement, tant qu'on fait quelque chose, envoyer un message, planifier une rencontre, analyser la situation, on ne s'assoit pas vraiment avec ce qui fait mal. Quand on s'arrête, la douleur est là, pleine et entière, l'angoisse du silence, la tristesse de se sentir non choisi, la colère aussi parfois qui n'avait pas eu de place pour exister. Tout cela remonte. Et l'instinct, à ce moment-là, est de recourir, de renvoyer un message, de trouver une raison de se retrouver, juste pour que la douleur s'arrête, juste pour retrouver ce petit soulagement passager qui dit « il est là, tout va bien ». Mais ce soulagement est un piège, parce qu'il ne guérit rien, il ne fait que repousser la confrontation avec soi-même. Et chaque fois qu'on retourne chercher ce soulagement auprès de quelqu'un qui ne peut pas vraiment nous le donner, on s'éloigne un peu plus de la capacité à se le donner à soi-même. Rester avec la douleur, c'est faire confiance que cette douleur, si on la laisse exister sans la fuir, finira par passer. Pas parce qu'on oublie, pas parce que ça n'a pas d'importance, mais parce que les émotions, toutes les émotions, ont une durée naturelle. Elles arrivent, elles montent, et si on les laisse être sans les nourrir indéfiniment ni les enfouir,
elles finissent par se transformer. Ce n'est pas facile. Je ne veux pas vous dire que c'est facile, mais c'est possible et c'est nécessaire. La deuxième étape du retour à soi, c'est la redécouverte de ses propres contours. Quand on a couru longtemps, on a souvent perdu quelque chose d'essentiel. Le sentiment d'avoir une vie intérieure qui n'est pas entièrement définie par la relation, ses propres désirs, ses propres plaisirs, ses propres pensées qui n'ont rien à voir avec lui. J'ai une patiente, je l'appellerai Marie, qui, après 3 ans dans une relation épuisante avec un homme distant, s'est retrouvée seule un week-end et ne savait littéralement pas quoi faire de son temps, non pas par manque d'activité possible, mais parce qu'elle avait tellement organisé sa vie autour de sa disponibilité pour lui qu'elle avait perdu le fil de ce qu'elle aimait faire par elle-même. Elle aimait lire avant. Elle avait arrêté. Elle aimait cuisiner. Elle avait arrêté. Elle aimait voir ses amis le vendredi soir. Elle avait arrêté au cas où il serait disponible. 3 ans de au cas où. 3 ans de vie mise en pause. Quand elle a commencé à se retrouver seule avec elle-même, vraiment seule, sans le bourdonnement constant des messages et des attentes, ce fut d'abord très inconfortable. Le silence intérieur lui faisait peur. Elle ne savait plus très bien qui elle était en dehors de cette relation. Et puis, progressivement, quelque chose est revenu. Elle a repris un livre. Elle a cuisiné pour elle-même pour la première fois depuis longtemps un plat qu'elle aimait et que lui n'appréciait pas. Elle a appelé une amie qu'elle avait négligée. Et chaque petit geste de retour à soi-même a eu un effet que je ne saurais décrire autrement que comme une légère recalibration, comme si quelque chose en elle se remettait à l'endroit. Ce que Marie a découvert dans ces moments-là, c'est ce que les psychologues appellent parfois l'identité propre, le sentiment d'exister pour soi-même, indépendamment du regard ou de la présence de l'autre. Et c'est quelque chose que la course érode peu à peu, parce que la course dit constamment « ta valeur dépend de sa réponse, ton bonheur dépend de sa présence, tu n'existes pleinement que si s'il te choisit ». Retrouver ses propres contours, c'est refaire l'expérience que l'on existe même quand l'autre ne regarde pas, que l'on peut ressentir de la joie, du plaisir, de la satisfaction, sans que cela passe par lui. Et cette expérience, aussi modeste soit-elle au départ, un livre repris, une soirée entre amis, un moment de solitude qui ne fait plus peur, est fondatrice. Si vous êtes dans cette phase de retour à vous-même, je veux vous dire quelque chose d'important. Ne vous attendez pas à ressentir immédiatement de la légèreté. Cela prend du temps. Les premiers jours, les premières semaines peuvent être lourds. La question « est-ce qu'il pense à moi ?» peut encore surgir à tout moment. L'envie de reprendre le téléphone peut être forte. C'est normal. Ce n'est pas un signe d'échec. C'est un signe que vous êtes en train de changer quelque chose de profond. Maintenant, parlons de quelque chose qui est souvent au cœur de ce processus, la dignité silencieuse. Il y a une différence immense entre se retirer par fierté blessée, c'est-à-dire se retirer pour lui montrer, pour attendre sa réaction, pour le faire venir, et se retirer par retour à soi. La première forme de retrait est encore tournée vers lui. Elle dit « je vais arrêter de courir, mais je vais observer si ça change quelque chose ». Elle est encore une stratégie. Et en tant que stratégie, elle reste fragile, parce qu'elle est conditionnée à sa réponse. La dignité silencieuse, c'est autre chose. C'est se retirer parce que l'on réalise que l'on mérite mieux que ce que cette dynamique offre, sans nécessairement faire une déclaration, sans attendre de retour, sans calculer les conséquences, simplement en posant une limite intérieure qui dit « Je ne vais pas continuer à m'amoindrir pour mendier une présence, pas parce que je suis en colère, mais parce que je me respecte. » Cette dignité-là, elle a un parfum particulier. Ceux qui l'ont connue savent de quoi je parle. C'est une forme de paix un peu mélancolique, peut-être, mais c'est une paix.
et elle change quelque chose de fondamental dans la façon dont on se tient dans le monde. Et il se passe souvent quelque chose d'étrange, et pas toujours prévisible, quand cette vraie dignité silencieuse s'installe. Parfois, l'autre le sent, pas parce que l'on a changé de comportement de façon visible, mais parce que l'énergie a changé. Il y a dans la façon d'être de quelqu'un qui s'est retrouvé quelque chose que les autres ressentent, même inconsciemment, une solidité, une présence à soi-même, une forme de complétude qui n'appelle pas à être comblée. Et paradoxalement, c'est souvent à ce moment-là, quand on n'attend plus rien, quand on n'espère plus, quand on a lâché, que l'autre se retourne, que le message arrive, que soudainement il semble plus intéressé, plus présent. Pourquoi cela se passe-t-il ainsi? Parce que la dynamique d'attachement évitant fonctionne en partie comme un système de régulation de la proximité. Quand quelqu'un s'approche trop, quand il sent une demande ou une attente, l'évitant recule. Mais quand cette demande disparaît, quand la distance s'installe vraiment, quelque chose en lui se réactive. L'attachement, même évitant, a besoin d'une forme de présence. Et quand cette présence se retire, il peut bouger vers elle. Mais, et c'est ici que je veux être très honnête avec vous, ce mouvement de retour ne signifie pas automatiquement que la relation est saine ou viable. Il signifie que le système s'est rééquilibré, momentanément. Mais si les schémas de fond n'ont pas changé, si lui n'a pas fait son propre travail, si elle n'a pas construit suffisamment de solidité intérieure pour ne pas retomber dans la même dynamique, la danse reprendra là où elle s'était arrêtée. C'est pour ça que le retour à soi ne peut pas être une stratégie. Ce doit être une transformation réelle. Et c'est un travail qui se fait en profondeur, pas en surface. Si, jusqu'à présent, quelque chose de ce que vous avez entendu vous a fait réfléchir, prenez un moment pour vous abonner à cette chaîne. Ainsi, vous continuerez à recevoir davantage de réflexions sur l'art d'aimer sans vous perdre vous-même. Et cela a vraiment de l'importance. Parlons maintenant de ce que j'appelle la récupération de l'attention intérieure. L'une des conséquences les plus profondes et les moins commentées de la dynamique de poursuite, c'est ce qu'elle fait à notre capacité d'attention. Quand on court après quelqu'un, on est en état d'hypervigilance émotionnelle quasi permanente. L'attention est constamment focalisée sur lui, sur ses messages, sur ce qu'il a dit, sur ce qu'il n'a pas dit, sur ce qu'il a voulu dire peut-être, sur comment il s'est comporté la dernière fois et ce que cela augure pour la prochaine. Cette hypervigilance est épuisante neurologiquement. Le cerveau n'est pas fait pour tourner à ce régime-là de façon continue. Et elle a un coût sur la qualité de présence à sa propre vie. Des études en neurosciences affectives, je vous épargne les détails techniques, montrent que les états anxieux d'attachement activent les mêmes circuits cérébraux que les addictions. Ce n'est pas une métaphore, c'est physiologique. L'incertitude, l'intermittence des récompenses émotionnelles entretiennent un état de craving, d'appel, de manque, qui ressemble de très près à ce que vivent les personnes dépendantes d'une substance. Ce n'est pas pour dramatiser, c'est pour dire que la difficulté à s'arrêter n'est pas une faiblesse de caractère, c'est une réponse neurologique à une configuration relationnelle particulière. Et la comprendre ainsi devrait nous amener à plus de compassion envers nous-mêmes. Quand on s'arrête de courir, le cerveau, qui était habitué à cette stimulation constante, se retrouve dans un état de manque réel. Les premières semaines peuvent ressembler à un sevrage. L'agitation, l'impossibilité de se concentrer sur autre chose, les pensées obsédantes, la tentation de juste vérifier s'il a écrit « tout cela est normal ». Et progressivement, quand on traverse cette phase sans y céder, quelque chose se recalibre. L'attention, qui était entièrement captive, commence à revenir. On peut à nouveau penser à autre chose. On peut à nouveau être présente à ce qui se passe autour de soi,
Une conversation, un paysage, une sensation physique, sans que tout ramène immédiatement à lui. C'est un retour à la vie dans son sens le plus simple. Et c'est précieux. Il y a une pratique que je recommande souvent et que je trouve très utile dans cette phase de récupération de l'attention, c'est ce que j'appelle les ancres du présent. Il s'agit d'entraîner délibérément l'attention à se poser sur ce qui est là, maintenant. Non pas comme une technique de méditation formelle, bien que la méditation soit excellente pour cela, mais comme une habitude quotidienne simple. Quand vous vous surprenez à penser à lui en boucle, arrêtez-vous, posez les pieds sur le sol, sentez le contact de vos pieds avec la surface, regardez autour de vous et nommez mentalement 3 choses que vous voyez. Écoutez ce qu'il y a à entendre dans la pièce. Ces gestes simples, qui semblent peut-être dérisoires, interrompent le circuit de la rumination et ramènent l'attention dans le présent. Ce n'est pas que le passé ou les questions sur lui n'ont pas droit d'exister. C'est que leur accorder toute l'attention en permanence n'aide pas. Et progressivement, en pratiquant ces ancres du présent, on renforce le muscle de l'attention. Parce que c'est vraiment comme un muscle à revenir à ce qui est là plutôt qu'à s'égarer dans ce qui n'est pas là. Il y a un autre aspect du retour à soi dont je voudrais parler et qui est souvent négligé dans les discussions sur ces sujets, la reconstruction du lien avec le corps. Quand on est dans une relation anxieuse, dans cet état d'hypervigilance dont je parlais, on est souvent hors du corps, c'est-à-dire que l'on est tellement dans la tête, tellement en train de penser et d'analyser, que l'on perd le contact avec les sensations physiques. On mange sans vraiment goûter, on dort sans vraiment se reposer, on se promène sans vraiment sentir ses pieds sur le sol. Le corps, pendant ce temps, enregistre tout. Il garde en mémoire le stress chronique, la tension permanente, et il souffre en silence. Retrouver le corps, c'est une partie essentielle du retour à soi. Pas nécessairement par des pratiques spectaculaires. Simplement, marcher dehors, se baigner, cuisiner en prenant le temps de sentir et de goûter, faire un peu de mouvement qui fait du bien, dormir en accordant à ce moment sa juste importance. Ces pratiques corporelles ne sont pas des bonus ou des luxes. Ce sont des actes de soin à soi-même qui, répétés, réenracinent dans la réalité de sa propre existence. Et il y a quelque chose de fondamentalement guérissant dans cela, dans le simple fait de rappeler au corps « tu existes ». Tu as de l'importance, tu mérites d'être traité avec douceur. Le corps garde aussi trace de nos élans joyeux. Ces petits moments où quelque chose nous fait sourire, nous touche, nous donne de l'énergie. En lui accordant de nouveau de l'attention, on commence à percevoir à nouveau ces signaux. On redevient sensible à ce qui nous fait du bien. Et cette sensibilité est un guide précieux. Maintenant, j'aimerais vous parler de quelque chose qui concerne directement la relation elle-même et ce qui peut se passer quand la dynamique change. Nous avons évoqué tout à l'heure que parfois, quand une femme cesse de courir, l'autre se retourne. Que se passe-t-il alors? Comment naviguer ce moment sans retomber dans les vieilles habitudes? La première chose que je veux dire, c'est que son retour, si il se produit, mérite d'être regardé avec lucidité et pas seulement avec soulagement. Parce que le soulagement, aussi compréhensible soit-il, peut nous faire sauter trop vite aux conclusions. Il est revenu, donc il m'aime. Il est revenu, donc tout va bien. Il est revenu, donc mes inquiétudes étaient infondées. Mais les questions importantes ne sont pas là. Les questions importantes sont: pourquoi est-il revenu? Qu'est-ce qui a changé en lui? Est-ce qu'il a pris conscience de quelque chose, fait un travail sur lui-même, ou est-ce simplement le manque et l'habitude qui le ramènent? Et surtout, moi, est-ce que j'ai vraiment changé quelque chose en moi? Ou est-ce que je suis prête à reprendre exactement là où nous en étions? Si l'on reprend une relation sans que rien n'ait fondamentalement changé, ni en soi, ni dans les dynamiques relationnelles,
La même danse reprendra, peut-être pas immédiatement, peut-être avec une courte période de mieux, mais les schémas ont la vie dure. Ils reviennent parce qu'ils sont ancrés dans des façons d'être qui vont bien plus loin que les décisions constantes. Ce que le retour à soi doit permettre, c'est d'arriver à cette relation, si elle se poursuit, avec une posture différente. Une posture dans laquelle on ne dépend plus de sa présence pour se sentir bien, dans laquelle on peut lui exprimer ses besoins sans mourir de peur à l'idée qu'ils partent, dans laquelle on peut mettre des limites sans se sentir coupable. Cela ne veut pas dire devenir froide ou indifférente. Cela ne veut pas dire ne plus rien ressentir. Cela veut dire aimer depuis un lieu différent, depuis un lieu qui n'est pas le manque mais la plénitude, depuis un lieu qui dit « Je veux être avec toi parce que tu m'apportes quelque chose de réel, et non parce que j'ai peur de perdre quelque chose que je n'ai jamais vraiment eu. » Cette distinction, aimer depuis le manque versus aimer depuis la plénitude, est l'une des plus importantes de toute la psychologie de l'amour, et elle mérite que l'on s'y arrête un moment. Aimer depuis le manque, c'est aimer pour combler quelque chose, pour se sentir enfin entier, choisi assez. C'est un amour conditionnel dans le sens le plus profond du terme, conditionnel à l'attitude de l'autre, conditionnel à sa présence, conditionnel à ce qu'il dise et à la façon dont il le dit. C'est un amour qui peut être très intense, et c'est souvent le cas, mais qui est aussi très fragile, parce qu'il dépend entièrement d'un facteur extérieur sur lequel on n'a aucun contrôle. Aimer depuis la plénitude, c'est tout autre chose. C'est choisir quelqu'un non parce qu'on a besoin de lui pour exister, mais parce qu'on veut partager sa vie avec lui. C'est un amour qui peut s'offrir librement parce qu'il ne réclame pas en échange une dette de bonheur. C'est un amour qui peut vivre avec les imperfections de l'autre sans en faire une menace existentielle. Et c'est un amour qui peut aussi, si la relation ne convient pas, se retirer sans que le monde ne s'effondre. Naturellement, cet idéal de plénitude n'est pas quelque chose que l'on atteint une fois pour toutes et à un moment précis. C'est un chemin, un travail de toute une vie parfois. Mais ce chemin commence exactement ici, dans ce retour à soi dont nous parlons, dans cette décision, même difficile, de cesser de courir et de commencer à exister pour soi-même. Si ce contenu vous aide, pensez à laisser votre like et à vous abonner pour continuer à apprendre ensemble. Ce n'est pas seulement un geste pour nous, c'est aussi une façon de dire que vous accordez de l'importance à votre développement intérieur. Et cela en soi est déjà un acte de soin envers vous-même. Je voudrais maintenant aborder une dimension de ce sujet qui est souvent occultée par les discours sur la confiance en soi et l'amour-propre. C'est la question du deuil. Parce que cesser de courir après quelqu'un, c'est aussi, et peut-être avant tout, faire le deuil de quelque chose. Le deuil d'une relation telle qu'on l'imaginait. Le deuil d'un futur que l'on avait commencé à construire dans sa tête. Le deuil d'une version de soi-même qui croyait que si elle faisait juste un peu plus, cela marcherait. Ce deuil est réel, et il mérite d'être traité comme tel, avec le même sérieux, la même douceur, que l'on traiterait n'importe quelle autre perte significative. On parle beaucoup, dans les milieux du développement personnel, de se libérer et de passer à autre chose, comme si l'enjeu était de traverser au plus vite la douleur pour retrouver le bonheur. Mais je crois que cette urgence à aller mieux, si elle est compréhensible, nous prive parfois de quelque chose d'important, le temps et l'espace pour vraiment vivre ce que l'on vit, pour honorer ce que la relation a représenté, même imparfaitement, pour pleurer ce qui n'a pas été, sans se forcer à trouver tout de suite le sens de l'expérience. Le deuil a ses propres étapes et elles ne vont pas dans un ordre précis. La tristesse, la colère, le déni, la négociation, l'acceptation, ces états se succèdent et se répètent parfois sur des semaines, parfois sur des mois. Et chacun d'eux porte quelque chose. La tristesse dit «
Quelque chose que j'avais ou que je croyais avoir m'a manqué et son absence me touche. La colère dit ⁇ J'ai été maltraité et cela n'était pas juste ⁇ Le déni dit ⁇ Je ne suis pas encore prête à regarder la réalité en face. J'ai besoin d'un peu plus de temps. La négociation dit ⁇ Peut-être que si je fais ceci ou cela, la situation peut encore changer. Et l'acceptation dit ⁇ Doucement, progressivement, c'est ainsi. Et je peux continuer. Aucun de ces états n'est un problème. Ils sont tous des parties naturelles du processus. Ce qui peut devenir problématique, c'est quand on reste coincé dans l'un d'eux, notamment dans la négociation, et que cela prend la forme de la course. Chaque tentative de faire revenir l'autre, c'est une négociation que l'on engage avec la réalité. Si j'envoie ce message, peut-être que si je suis disponible ce week-end, peut-être que si je change ceci en moi, peut-être que traverser le deuil vraiment, c'est finalement reconnaître que certaines choses ne peuvent pas être négociées, que la réalité d'une relation se construit à deux, et que si l'un des deux ne s'y engage pas pleinement, l'autre ne peut pas compenser indéfiniment par sa seule volonté. Et cette reconnaissance, aussi douloureuse soit-elle, est libératrice, parce qu'elle rend à chacun sa part de responsabilité. Cela ne veut pas dire que tout était sa faute à lui, ni que tout était sa faute à elle. Cela veut dire que dans cette danse, aucun des deux n'était entièrement maître de ce qui se passait, et que le chemin vers quelque chose de meilleur commence par reconnaître honnêtement les limites de ce qui était. J'aimerais vous parler d'une autre femme, je l'appellerai Claire, qui a traversé ce processus de façon particulièrement éclairante. Claire avait passé 2 ans dans une relation avec un homme brillant, charmant, mais profondément ambivalent. Il y avait des moments magnifiques, des conversations qui duraient des heures, une complicité réelle, des projets esquissés ensemble. Et puis des semaines de distance, de silence, de froideur inexpliquée. Claire avait fait ce que beaucoup font. Elle s'était mise en 4 pour comprendre les moments de distance, pour ne pas déclencher les retraits, pour être toujours présente et disponible. Elle avait annulé des voyages, refusé des sorties, s'était rendue disponible à n'importe quelle heure. Et en retour, elle avait vécu dans une insécurité permanente. Le moment charnière pour elle est venu un soir où, attendant un appel qui ne vint jamais, elle réalisa qu'elle était assise dans son appartement, dans le noir, à fixer son téléphone depuis 2 heures. Et quelque chose, elle ne sait pas exactement quoi, s'est mis à jour en elle. Pas de la colère, quelque chose de plus calme, une sorte de clarté. Elle m'a dit plus tard, « J'ai regardé mon téléphone et j'ai pensé, je suis en train de gâcher ma propre vie pour quelqu'un qui ne me donne même pas la décence d'un appel. Et pour la première fois, j'ai eu pitié de moi, pas de façon dramatique, juste de la compassion pour cette femme assise dans le noir. Cette compassion pour soi-même, c'est le tournant, c'est le moment où le regard change, où l'on cesse de se voir comme celle qui ne fait pas assez et où l'on commence à se voir comme quelqu'un qui mérite d'être traité avec soin. Pas de façon abstraite, pas comme une idée générale, mais concrètement dans cette situation précise à ce moment précis. Claire a posé son téléphone, elle a allumé la lumière, elle s'est préparé du thé, et le lendemain matin, elle n'a pas envoyé de message, pas par stratégie, par souci d'elle-même. La suite ne fut pas simple. Il y eut des allers-retours, des moments de faiblesse, qu'elle appelle ainsi, bien que je préférerais les appeler des moments d'humanité, des nuits difficiles. Mais quelque chose avait changé de façon irréversible. Elle avait commencé à se choisir elle-même. Et cette décision a tout transformé progressivement. Parlons maintenant d'un concept que je trouve essentiel dans ce parcours. La différence entre la solitude subie et la solitude choisie. La solitude subie, c'est ce que l'on vit quand on est seul, sans l'avoir voulu. Quand on attend quelqu'un qui ne vient pas. Quand on se retrouve sans présence aimante autour de soi et que cela fait mal.
C'est la solitude du manque, de l'absence, du rejet ressenti. La solitude choisie, c'est autre chose entièrement. C'est le moment que l'on s'accorde délibérément pour être avec soi-même, pour penser ses propres pensées, ressentir ses propres émotions, prendre contact avec ce qui vit en soi. C'est une forme de présence à soi que notre époque, avec ses connexions permanentes et ses distractions infinies, rend de plus en plus rare. Ce que le processus de retour à soi fait, au fond, c'est transformer progressivement la relation à la solitude. On commence par subir la solitude, parce qu'on est seul sans l'avoir choisi, et si l'on fait le travail, on arrive à un point où l'on peut choisir la solitude, où l'on peut être seul avec soi-même sans que ce soit insupportable, sans que le silence soit menaçant, sans que l'absence de quelqu'un soit vécue comme une menace existentielle. Ce n'est pas de l'indifférence, ce n'est pas de la froideur, c'est une forme de sécurité intérieure, une base à partir de laquelle on peut s'engager dans les relations non plus par peur du vide, mais par véritable désir de partage. Blaise Pascal a écrit quelque chose que j'aime beaucoup et qui résonne ici. Tout le jazz des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos, dans une chambre. Il parlait bien sûr de quelque chose de plus général, philosophique. Mais dans le contexte qui nous occupe, cette phrase touche à quelque chose de réel. L'incapacité à être seul avec soi-même, à rester dans cette chambre intérieure sans en fuir, est au cœur de bien des souffrances relationnelles. Apprendre à rester, apprendre à être, sans toujours faire, sans toujours chercher, sans toujours combler. C'est un apprentissage qui prend du temps, qui demande de la pratique, mais qui change profondément la qualité de la vie intérieure et de la vie relationnelle. Dans une relation saine, une relation qui nourrit vraiment les deux personnes, il y a une caractéristique que l'on voit toujours. Les deux personnes se sentent mieux dans la relation qu'en dehors, mais elles peuvent aussi être bien en dehors. Il y a une présence choisie, pas une dépendance anxieuse. Il y a un attachement, mais pas une fusion. Il y a de l'amour, mais aussi de l'espace. Et cet espace, pour soi, pour l'autre, dans la relation, est précisément ce que la course détruit. La course ne laisse pas d'espace. Elle remplit tout. Et quand tout est rempli d'anxiété et d'attente, il ne reste plus de place pour les choses simples qui font qu'une relation est vivante. La légèreté, le jeu, la surprise, la vraie rencontre. Je veux parler maintenant de quelque chose qui me tient à cœur. La question de ce que l'on enseigne aux autres sur la façon dont on mérite d'être traité. Il y a une vérité relationnelle un peu inconfortable mais importante. Nous apprenons aux autres comment nous traiter, pas par des discours, par notre comportement, par ce que nous acceptons et ce que nous n'acceptons pas, par ce que nous tolérons et ce à quoi nous mettons des limites. Quand une femme répond à chaque message dans les secondes, quand elle se plie en quatre pour sa disponibilité, quand elle accepte les retards répétés, les silences inexpliqués, les promesses non tenues, elle enseigne à l'autre que tout cela est acceptable. Non pas parce qu'elle le dit, mais parce que ses actes le disent. Et lui, même s'il n'est pas conscient, apprend. Il apprend que cette femme sera là quoi qu'il arrive, qu'elle ne partira pas, que ses comportements n'ont pas de conséquences. Et cet apprentissage, avec le temps, l'amène souvent à investir encore moins. Non par malveillance, mais parce que les systèmes humains tendent vers l'équilibre, d'effort minimal. Ce n'est pas une critique de ces femmes, c'est une observation sur la dynamique des systèmes relationnels. Et c'est une information utile, parce qu'elle dit si ce que l'on vit dans une relation ne nous convient pas, l'une des façons de le changer n'est pas d'expliquer davantage à l'autre ce que l'on ressent, même si la communication est importante, mais de changer ce que l'on enseigne par ses comportements. Mettre une limite ne requiert pas de grandes déclarations. Cela peut être aussi simple que ne pas répondre immédiatement quand ce n'est pas urgent.
Ne pas se rendre disponible à n'importe quelle heure. Maintenir ses propres plans même si lui est soudainement disponible. Dire doucement mais clairement quand quelque chose ne convient pas. Ces actes, et je le dis avec beaucoup de douceur parce que je sais qu'ils ne sont pas faciles, reconfigurent progressivement la relation. Ils disent à l'autre: je m'estime suffisamment pour avoir des limites. Et si ces limites ne conviennent pas, nous avons peut-être besoin de parler de ce que nous voulons vraiment. Parfois, l'autre s'adapte. Il comprend que la relation ne peut pas fonctionner sur ces bases-là, et quelque chose de plus équilibré, de plus respectueux peut s'installer. Parfois, l'autre ne s'adapte pas. Et dans ce cas, la question n'est plus comment faire pour que ça marche, mais est-ce vraiment la relation que je veux pour ma vie? Cette question est-ce vraiment la relation que je veux mérite d'être posée avec honnêteté, pas dans un moment de colère ou de découragement, mais dans un moment de calme, de clarté, quand on peut se regarder et regarder la relation sans les lunettes de l'anxiété, ni celles du soulagement passager. Ce que l'on veut en amour, c'est profondément personnel et profondément légitime. Certaines personnes veulent une grande intensité de passion, du mouvement. D'autres veulent de la stabilité, de la douceur, de la régularité. Aucune de ces préférences n'est plus valide que l'autre. Mais ce qui n'est jamais acceptable, ce qui ne devrait jamais être minimisé, c'est une relation dans laquelle on se sent constamment insuffisant, constamment anxieux, constamment en train de mériter sa place. Vous méritez d'être avec quelqu'un pour qui vous êtes un choix actif et joyeux. Pas un pis-aller, pas une habitude, pas quelqu'un qu'il tolère quand il n'a rien de mieux à faire. Quelqu'un qui, en vous voyant, ressent genuinement de la joie. Quelqu'un dont la présence vous rend la vie plus légère et non plus lourde. Et si vous n'avez pas encore trouvé cette personne, ou si vous êtes en train de laisser aller une relation qui ne vous offrait pas cela, sachez que vous n'êtes pas en train de perdre quelque chose. Vous êtes en train de créer de l'espace pour quelque chose de réel. Si ce contenu vous accompagne, pensez à laisser un like et à vous abonner. Ces petits gestes permettent de continuer à partager ces réflexions avec davantage de personnes qui en ont besoin. Abordons maintenant un aspect qui est souvent douloureux à entendre, mais que je crois important de nommer avec franchise et avec tendresse. Parfois, nous choisissons inconsciemment des personnes qui ne peuvent pas nous donner ce que nous cherchons. Et ce choix n'est pas un accident. Nous avons parlé tout à l'heure des modèles d'attachement formés dans l'enfance. Et j'ai mentionné que les configurations familières, même douloureuses, ont quelque chose de rassurant. Il y a une autre dimension à cela, que la psychanalyse appelle la compulsion de répétition, et que la psychologie contemporaine traduit différemment. Nous avons tendance à recréer dans nos relations adultes les dynamiques émotionnelles que nous avons connues dans notre famille d'origine, non pas par masochisme, mais parce que quelque chose en nous cherche à résoudre une vieille équation, à enfin recevoir de quelqu'un qui ressemble à cette figure parentale la validation, l'amour, la présence que l'on a face à reçu à l'époque. C'est comme si l'inconscient disait: cette personne ressemble à mon père distant. Si j'arrive à me faire aimer de lui, cela guérira quelque chose que je porte depuis l'enfance. Bien sûr, cela ne fonctionne pas ainsi. Non seulement parce qu'il n'est pas son père, mais aussi parce que même si quelque chose ressemble à la blessure originale, ce n'est pas le bon contexte pour la guérir. La guérison des blessures d'attachement précoce ne passe pas par une relation romantique avec quelqu'un qui reproduit ces blessures. Elle passe par un travail sur soi, en thérapie, dans l'autoréflexion, dans le développement de la capacité à se nourrir soi-même de façon intérieure. Et ensuite par des relations avec des personnes qui ont elles-mêmes fait ce travail. Des personnes disponibles, cohérentes, capables de vraie intimité.
Reconnaître cette dynamique ne garantit pas de la transformer immédiatement. La compréhension intellectuelle précède souvent de loin la transformation émotionnelle. On peut parfaitement comprendre, je reproduis un schéma d'attachement anxieux avec des personnes évitantes parce que cela ressemble à ma relation avec mon père, et continuer à le faire quand même, parce que la carte émotionnelle ne change pas par décret. Mais la compréhension est un début. Elle ouvre une fenêtre, et dans cette fenêtre, peu à peu, quelque chose de différent peut entrer. Je veux vous parler d'une question que l'on me pose souvent, et qui mérite une réponse honnête. Est-ce que cesser de courir signifie abandonner l'espoir? Non, absolument pas. Cesser de courir ne signifie pas cesser d'espérer l'amour. Cela ne signifie pas se fermer aux relations. Cela ne signifie pas devenir cynique ou indifférent. Cela signifie simplement déplacer l'espoir. Le déplacer de j'espère que lui finira par me voir à j'espère trouver quelqu'un qui me voit vraiment. Et ce déplacement, en apparence simple, change tout. Il remet le mouvement là où il est possible, vers l'avenir, vers ce qui n'existe pas encore mais peut exister, plutôt que vers quelque chose qui s'est déjà montré comme étant limité dans ce qu'il peut offrir. L'espoir tourné vers quelqu'un qui ne correspond pas à ce dont on a besoin est un espoir qui nous immobilise, parce qu'il nous lie à une seule possibilité, celle qu'il change, et que cette possibilité échappe entièrement à notre contrôle. En revanche, l'espoir tourné vers ce qui est encore possible, vers des rencontres futures, vers une version de soi-même plus solide et plus disponible pour l'amour, vers une vie qui a de la valeur indépendamment de la présence de quelqu'un, est un espoir qui nous libère. Il y a une phrase que j'aime et que j'ai souvent partagée. La meilleure façon de préparer l'amour, c'est de préparer soi-même. Non pas en se transformant en une version idéale et irréelle de soi, mais en devenant de plus en plus soi-même, de plus en plus ancré, de plus en plus à l'aise dans sa propre peau, de plus en plus capable de donner et de recevoir sans perdre son équilibre. Parce que l'amour, le vrai, ne demande pas que vous soyez parfait, il demande que vous soyez réel. Et plus on est en contact avec soi-même, ses forces, ses fragilités, ses désirs, ses limites, plus on devient capable de cette réalité dans la relation. Je voudrais aussi parler de ce que les relations saines semblent avoir en commun. Pas pour vous donner une liste de critères à cocher, mais pour vous offrir quelques repères. Dans les relations qui nourrissent vraiment, j'observe le plus souvent ceci. Les deux personnes peuvent exprimer ce qu'elles ressentent sans craindre de perdre l'autre. La désaccord, la confrontation même, ne menace pas le lien fondamental. Il y a une réciprocité dans l'attention, chacun s'intéresse à ce que vit l'autre, pas de façon parfaite et constante, mais de façon globalement équilibrée. Il y a de la cohérence. Ce que l'autre dit et ce qu'il fait ne sont pas en contradiction permanente. Et il y a de la légèreté, la capacité à rire ensemble, à s'amuser, à ne pas tout prendre au tragique. Aucune relation ne présente tous ces attributs tout le temps. Les relations traversent des phases difficiles, des moments de distance, des incompréhensions. Mais la direction générale, la tendance de fond, devrait aller vers ces qualités. Et si la tendance de fond va constamment dans la direction opposée, insécurité permanente, réciprocité absente, incohérence chronique, légèreté inexistante, alors c'est une information sur ce que la relation peut et ne peut pas offrir. Cette information mérite d'être reçue, même si elle est difficile, surtout si elle est difficile, parce que c'est en la recevant honnêtement que l'on peut enfin décider en conscience de ce que l'on veut faire. Si ce contenu vous accompagne dans cette réflexion, je vous invite à le partager avec quelqu'un qui traverse quelque chose de similaire. Parfois, entendre les bons mots au bon moment peut changer quelque chose. Et votre partage peut être ce don pour quelqu'un d'autre. Nous approchons maintenant de la fin de ce parcours que nous avons fait ensemble aujourd'hui.
Et avant de conclure, je veux aborder un sujet que j'ai gardé pour la fin intentionnellement, la question de la réconciliation avec soi-même après avoir longtemps couru. Parce qu'il arrive souvent qu'après avoir fait ce chemin, après avoir compris les schémas, après avoir pleuré, après avoir commencé à se retrouver, une voix intérieure surgisse. Une voix qui dit « Mais comment ai-je pu accepter ça aussi longtemps ? Comment ai-je pu être aussi aveugle ? Comment ai-je pu me traiter avec aussi peu de respect ?» Cette voix peut être cruelle. Elle peut prendre la forme d'un jugement sévère contre soi-même, d'une honte, d'un sentiment d'avoir gâché du temps précieux. Et je veux vous dire, avec toute la conviction que j'ai, cette voix a tort. Pas parce que tout ce que vous avez fait était juste, mais parce que la sévérité avec laquelle vous vous jugez ne vous aide pas. Elle ne vous protégera pas à l'avenir. Elle ne vous rendra pas plus fort ni plus lucide. Elle vous enfoncera simplement dans une nouvelle forme de souffrance. Ce que vous avez fait, vous l'avez fait avec ce que vous saviez, avec ce que vous étiez capable de faire à ce moment-là, avec les outils émotionnels que la vie vous avait donnés, avec les blessures que vous portiez, avec l'amour que vous aviez, même imparfait. Vous n'avez pas échoué, vous avez appris. Et souvent, on n'apprend que par l'expérience directe, aussi douloureuse soit-elle. Les leçons les plus profondes sont rarement celles qu'on reçoit dans les livres ou les conférences. Elles sont celles que l'on vit, que l'on traverse, que l'on digère dans le silence de ces nuits et dans la lumière de ces matins. La réconciliation avec soi-même, c'est de regarder en arrière, pas avec complaisance, pas en niant ce qui s'est passé, mais avec la même douceur qu'on accorderait à une amie chère qui vous raconterait la même histoire, avec de la compassion, avec de la compréhension, et avec la certitude que cette femme qui a couru, qui a espéré, qui s'est épuisée, elle mérite aujourd'hui d'être aimée, à commencer par elle-même. Il y a dans la tradition bouddhiste un concept que j'aime beaucoup et qui s'appelle la metta, souvent traduit par bienveillance aimante. C'est une pratique qui consiste à cultiver activement de la bienveillance envers soi-même et envers les autres. Et l'une des premières étapes de cette pratique est précisément de se diriger cette bienveillance à soi-même, pas parce que l'on est parfait, mais parce que l'on est un être vivant qui souffre et qui cherche le bonheur, tout comme tous les autres êtres. Se traiter avec metta, avec cette sbors bienveillante, c'est peut-être la chose la plus révolutionnaire que l'on puisse faire, dans un monde qui nous invite constamment à nous juger, à nous améliorer, à ne jamais être assez. Choisir de se traiter avec bienveillance est un acte de résistance et aussi de guérison. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment quand une femme cesse de courir ? Voici ce que j'ai observé au fil des années, au fil des témoignages et des histoires. Ce qui se passe, au fond, elle récupère de l'énergie, une énergie qu'elle dépensait en vigilance, en espoir, en stratégie, en anxiété. Cette énergie, maintenant disponible, peut être investie ailleurs, dans son travail, dans ses amitiés, dans ses passions, dans des projets qui lui tiennent à cœur. Elle récupère de l'attention. Elle peut être à nouveau pleinement présente dans sa propre vie. Elle remarque des choses qu'elle ne voyait plus. Elle ressent des émotions qu'elle avait mises de côté. Elle récupère sa voix, pas nécessairement de façon spectaculaire, mais progressivement, elle recommence à avoir des opinions, des désirs, des limites qu'elle peut exprimer sans tremblement. Elle récupère son sentiment de valeur, non plus conditionné à la façon dont il la regarde, mais nourrie de l'intérieur, de la façon dont elle se traite elle-même. Et parfois, pas toujours, mais parfois, elle récupère aussi la relation, transformée, différente, plus équilibrée, plus honnête, plus réciproque. Parce que quelque chose a changé en elle, qui a changé quelque chose dans la dynamique entre eux. Et quand cela ne se produit pas, quand la relation ne continue pas, ou ne devient pas ce qu'elle espérait,
Elle récupère quelque chose d'encore plus précieux. Elle se récupère elle-même. Et c'est de là que tout le reste peut repartir. Voilà ce qui se passe quand une femme cesse de courir. Permettez-moi de récapituler ensemble les points essentiels que nous avons traversés aujourd'hui. Nous avons parlé des origines de la course, ces modèles d'attachement formés tôt dans la vie, qui nous apprennent que l'amour se mérite, que l'on doit faire des efforts constants pour être choisi, et qui nous conduisent vers des personnes qui reproduisent ces configurations familières. Nous avons parlé du coût de la course, l'énergie dépensée, l'attention perdue, le rapport à soi abîmé, la conviction progressive de notre propre insuffisance. Nous avons parlé du moment de l'arrêt, qui vient souvent d'un épuisement, d'une clarté soudaine, d'une compassion pour soi-même que l'on n'avait pas encore ressentie. Nous avons parlé du retour à soi, la traversée de la douleur sans fuir, la redécouverte de ses propres contours, la reconstruction du lien avec soi-même et avec son corps, la récupération de l'attention et du sentiment d'exister pour soi-même. Nous avons parlé du deuil, nécessaire, honorable et finalement libérateur. Nous avons parlé de la différence entre aimer depuis le manque et aimer depuis la plénitude, et de ce que les relations saines semblent avoir en commun. Et nous avons parlé de la réconciliation avec soi-même, de la bienveillance que l'on mérite de se donner, et de ce qui devient possible quand cette bienveillance est vraiment là. Ce chemin n'est pas simple, il n'est pas linéaire, il y a des jours meilleurs et des jours où l'on recule, des moments de clarté et des moments de doute, et c'est normal, c'est humain. La transformation intérieure ne se produit pas d'un coup, une fois pour toutes. Elle se produit dans la répétition, dans la pratique quotidienne, dans la douceur constante envers soi-même. Et ce que je veux vous laisser ce soir ou ce matin ou ce moment, quel qu'il soit, où vous m'écoutez, c'est ceci. Vous avez le droit de vous choisir. Vous avez le droit d'arrêter de courir. Vous avez le droit d'exister pour vous-même, pleinement, sans avoir à justifier chaque besoin, chaque désir, chaque limite. Vous avez le droit d'aimer et d'être aimé depuis un lieu de dignité et de respect mutuel. Ce droit n'est pas conditionné à ce que vous ayez tout réparé en vous, pas conditionné à ce que vous soyez parfaitement guéri de vos blessures passées, pas conditionné à votre âge, à votre histoire, à ce que vous avez accepté avant. Il est là, il a toujours été là, et il attend simplement que vous le reconnaissiez. Commencez là où vous êtes, avec ce que vous avez, avec ce que vous êtes aujourd'hui, et faites un petit geste, juste un, dans la direction du soin envers vous-même. Peut-être c'est de ne pas envoyer ce message ce soir. Peut-être c'est d'appeler une amie que vous avez négligée. Peut-être c'est simplement de vous préparer quelque chose de bon à manger, d'allumer une bougie, de vous accorder 1 heure sans téléphone. Ces petits gestes comptent. Ils parlent à quelque chose en vous. Ils disent « Je m'accorde de la valeur » et au fil du temps, ces petits gestes s'accumulent. Ils construisent quelque chose. Ils construisent vous. Je suis profondément reconnaissant que vous ayez choisi de passer ce temps avec moi aujourd'hui. Ces sujets, l'amour, la blessure, le retour à soi, ne sont pas des sujets périphériques. Ce sont les sujets au cœur de ce que signifie être vivant, être en relation, être humain. Et les explorer ensemble dans cet espace a quelque chose de précieux. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Si ce conte vous a été utile, si quelque chose que vous avez entendu a ouvert une porte, a nommé quelque chose que vous ressentiez sans pouvoir le dire, ou simplement a été une compagnie dans un moment difficile, je vous invite à vous abonner et à le partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Parce que peut-être, quelque part, quelqu'un attend les bons mots, et vous pourriez être celui ou celle qui les lui donne. Prenez soin de vous, avec douceur, avec constance, et avec cette conviction que vous méritez d'être traité, par vous-même et par les autres, avec toute la dignité que vous portez en vous.
Nous nous retrouvons dans le prochain épisode.